Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un peu deux révolutions littéraires en plein XXe siècle. La première, elle veut libérer l'esprit en faisant exploser toutes les règles. Et la seconde, eh bien, elle veut le libérer en inventant des règles encore plus contraignantes, encore plus folles. C'est vraiment le choc entre le surréalisme et l'oulipo. Ce sont deux mouvements absolument essentiels pour le bac de français, et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble leurs ambitions et leurs techniques. On commence tout de suite avec cette phrase qui est, on peut le dire, l'acte de naissance du surréalisme. C'est André Breton qui écrit « Je crois à la résolution future de ces deux états, le rêve et la réalité, en une sorte de surréalité ». Prenez une seconde pour y penser. L'idée, c'est de ne plus faire de différence entre ce qui se passe dans notre tête, la nuit, nos rêves, et ce qu'on vit pendant la journée. C'est ça, le point de départ, le cœur de leur révolution poétique. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est donc celle-ci. Comment ces deux mouvements ont-ils réussi à renouveler l'expression du moi? En d'autres termes, comment est-ce qu'ils ont utilisé la poésie, mais par des chemins complètement opposés, pour explorer ce que ça signifie d'être humain, d'avoir un inconscient, des désirs et un rapport au monde qui est parfois vraiment étrange? Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir le contexte du surréalisme, puis on va plonger dans ses fondements, ses concepts et ses thèmes de prédilection. Ensuite, on fera un grand écart pour basculer sur l'Oulipo. Et pour finir, on va synthétiser tout ça, l'essentiel à retenir pour le bac. Allez, c'est parti. Première partie, donc, le contexte de naissance du surréalisme. Il faut bien comprendre qu'un mouvement artistique, ça ne sort jamais de nulle part. C'est toujours une réponse à une époque. Et là, quelle époque ? En fait, le surréalisme, c'est l'enfant de plusieurs chocs monumentaux. Imaginez un peu. D'abord, le traumatisme absolu de la Première Guerre mondiale, qui a complètement pulvérisé la confiance en la raison humaine. Ensuite, la rage, la provocation du mouvement Dada, qui hurle « tout est absurde ». Et puis, en parallèle, deux révolutions. L'une politique, en Russie, qui fait rêver d'un monde entièrement nouveau, et l'autre intellectuelle, menée par un certain Freud, qui nous révèle un continent totalement inconnu, notre propre inconscient. C'est de ce chaos et de cet immense espoir que jaillit le projet de Breton en 1924. Deuxième partie, les fondements de cette révolution. Maintenant qu'on a planté le décor, on va regarder les outils. Quels sont les concepts clés, le vocabulaire qu'il faut maîtriser pour vraiment comprendre ce que les surréalistes cherchaient à faire? Alors voilà la définition, celle de Breton lui-même dans son manifeste. Et là, chaque mot compte, écoutez bien. Automatisme psychique pur, par lequel on exprime le fonctionnement réel de la pensée. Il parle d'une dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison. Vous mesurez la rupture? C'est une rupture totale. Le poète n'est plus un artisan qui pèse et choisit ses mots. Non, il devient une sorte de sismographe qui enregistre presque passivement les secousses de son propre inconscient. Et cet automatisme, ça se traduit par une technique très concrète, l'écriture automatique. C'est vraiment la méthode surréaliste par excellence. Le principe est presque un jeu. Il s'agit d'écrire le plus vite possible, sans jamais se relire, sans se préoccuper de la logique, de la grammaire, de faire joli. L'objectif, c'est de court-circuiter le cerveau rationnel, le censeur intérieur, pour laisser l'inconscient parler directement sur la page. Mais attention, cette révolution des mots, elle s'accompagne d'une révolution idéologique. Les surréalistes, ce sont des provocateurs. Ils veulent désacraliser l'art, libérer le désir sous toutes ses formes, et ils rejettent avec violence les valeurs de la société bourgeoise. Beaucoup d'entre eux vont s'engager politiquement, du côté du Parti communiste. Leur but est double, et c'est une formule que vous devez retenir, changer la vie, comme le voulait le poète Rimbaud, et transformer le monde, comme le disait le philosophe Marx. Troisième partie, amour, rêve et poésie. Voyons maintenant comment ces théories, qui peuvent paraître un peu abstraites, prennent vie dans les poèmes. Et on va le faire à travers un de leurs thèmes fétiches, l'amour fou. La terre est bleue comme une orange. Ce vers de Paul Éluard, c'est sans doute l'image surréaliste la plus célèbre. D'un point de vue logique, c'est complètement absurde, on est d'accord. Mais poétiquement, c'est d'une puissance incroyable. Le poète ne décrit pas le monde tel qu'il est, il le réinvente. Et le vers qui suit le confirme. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. C'est une véritable déclaration de foi dans le pouvoir du langage à dire une autre vérité, celle de l'imagination et du désir. Alors, comment ça marche, une image comme ça? Eh bien, c'est assez simple dans son principe. Ça crée un choc. On associe deux réalités qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. Et ici, c'est l'amour pour la femme, Gala, qui agit comme un prisme, un filtre magique. À travers elle, le monde entier est transformé, il est réenchanté. La poésie ne se contente plus d'imiter le réel, elle affirme haut et fort que l'imagination est toute puissante et qu'elle peut le transformer. Chez un autre poète, Robert Desnos, on perçoit un aspect un peu plus sombre, plus paradoxal de cette fusion. Écoutez bien, « J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité ».
Ici, le rêve devient tellement puissant qu'il finit par dévorer le réel. La personne aimée n'est plus qu'une image, et le poète lui-même risque de s'effacer, de devenir une ombre. C'est une illustration qui est à la fois fascinante et un peu inquiétante de ce que Breton appelait la résolution du rêve et de la réalité. Quatrième partie. Et là, on fait un grand saut. On quitte la liberté absolue, la quête de l'inconscient du surréalisme, pour un mouvement qui est son exact opposé. Pour eux, la révolution du langage ne passe pas par la liberté, mais au contraire par la contrainte. Bienvenue dans l'univers de l'Oulipo. Oulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle. Le principe est un contre-pied total du surréalisme. Si les surréalistes voulaient la liberté à tout prix, les oulipiens, eux, sont persuadés que la vraie créativité, elle naît de la contrainte. Pour eux, une règle, ce n'est pas du tout une prison, c'est un tremplin pour l'imagination, c'est un défi qui force à explorer tout le potentiel de la langue. L'exemple le plus célèbre, c'est le lipogramme, le fait d'écrire en texte en s'interdisant d'utiliser une certaine lettre. Regardez cet exploit de Georges Perec. Il a réécrit un sonnet très connu de Baudelaire, mais sans jamais utiliser la lettre E, qui est pourtant la plus fréquente en français. C'est fou. Comparez un peu. Chez Baudelaire, « Sois sage, ô ma douleur », chez Perec, ça devient « Sois soumis, mon chagrin ». L'ingéniosité est incroyable. Ce n'est pas juste un exercice de style, c'est une véritable recréation. La contrainte l'a obligé à inventer, et ça donne un poème complètement nouveau. Et nous voilà à notre dernière partie, sans doute la plus stratégique pour vos révisions, la synthèse. Ce qu'il faut absolument retenir pour le baccalauréat. Ce tableau y résume tout. Regardez bien cette opposition frontale. D'un côté, le surréalisme. Le rapport à la règle, c'est la libération totale. L'objectif, c'est d'explorer l'inconscient pour changer la vie. Le procédé phare, c'est l'écriture automatique. De l'autre côté, l'Oulipo. La règle, c'est la création par la contrainte. L'objectif, c'est d'explorer le potentiel du langage. Le procédé, c'est par exemple l'hypogramme. Vous voyez ? Deux chemins radicalement opposés, mais au fond, une même ambition. Renouveler la littérature. Voilà donc l'idée maîtresse, ce qu'il faut retenir. Le surréalisme et l'Oulipo, ce sont deux avant-gardes qui, par des moyens qui semblent totalement contradictoires, cherchent en fait la même chose. Repousser les limites du langage. Que ce soit en libérant les mots de toute attache ou en les enfermant dans des règles très strictes, le but final est le même, nous faire voir le monde différemment. Pour finir, je vous laisse avec une question, une piste pour prolonger la réflexion. En quoi ces expérimentations sur le langage, qu'elles soient libératrices comme chez les surréalistes ou contraignantes comme chez les oulipiens, peuvent-elles encore nous être utiles aujourd'hui ? Dans un monde qui est saturé d'images, de discours formatés, est-ce que jouer avec les mots n'est pas, finalement, une forme de résistance ? C'est une piste à creuser. Merci beaucoup pour votre attention.